Et si toutes nos peurs, celles qui nous bloquent vraiment tous les jours, pouvaient en fait se résumer à seulement 6 catégories. C'est l'idée, assez folle je dois dire, d'un livre qui a été écrit il y a presque 100 ans, et pourtant vous allez voir, il n'a jamais été aussi pertinent. Voilà la question en plein dans le mille. Et si nos angoisses les plus profondes n'avaient finalement que 6 visages? L'auteur de ce livre, notre source pour aujourd'hui, est convaincu que oui, que presque toutes nos craintes, petites et grandes, rentrent dans ces 6 cases. C'est quand même une affirmation audacieuse, on est d'accord. Et il faut le redire, ce n'est pas une théorie qui date d'hier. Le bouquin a été écrit en 1937. 1937. C'est ça qui est fascinant en fait. Le fait que des idées de cette époque-là nous parlent encore autant aujourd'hui. Ça en dit long sur leur pertinence. Ok alors, c'est quoi ce fameux secret centenaire? L'auteur nous dit qu'on serait tous plus ou moins hantés. Hantés par ce qu'il appelle les 6 fantômes. 6 peurs fondamentales qui, en coulisses, tirent les ficelles de nos actions, et peut-être encore plus de tout ce qu'on n'ose pas faire. Et les voilà, ces fameux 6 fantômes. La peur de la pauvreté, la peur de la critique, de la maladie, celle de perdre l'amour, la peur de la vieillesse et bien sûr la peur de la mort. Quand on regarde cette liste, c'est assez frappant. De la peur la plus matérielle à la plus existentielle, ça couvre à peu près tout. Ça touche vraiment à tous les aspects de la vie. Allez, on va creuser un peu tout ça. Alors on commence avec les 3 premiers fantômes. Selon l'auteur, il y en a 3 qui sont vraiment prépondérants. Ce sont eux qui seraient la source de la majorité de nos angoisses. On parle ici de la pauvreté, de la critique et de la maladie. Le premier gros morceau, donc, la peur de la pauvreté. Et attention, on ne parle pas juste d'avoir peur de ne pas avoir assez d'argent sur son compte en banque. Non, c'est bien plus subtil que ça. Ça se voit dans des comportements très concrets. Et voilà les symptômes. C'est comme une réaction en chaîne, une vraie spirale. Ça part de l'indécision. Parce qu'on est indécis, on se met à douter. Le doute amène l'inquiétude. Et le résultat de tout ça, on devient super prudent, à l'extrême, et on procrastine. On remet tout au lendemain. C'est le cercle vicieux parfait pour ne jamais rien faire. Deuxième fantôme, la peur de la critique. Là, on change complètement de registre. C'est une peur purement sociale. Tout tourne autour d'une seule chose. Qu'est-ce que les autres vont penser? Et celle-là, elle attaque directement la confiance en soi. Elle peut complètement nous vider de notre initiative, de notre ambition. Et le plus fou, c'est le dernier symptôme, l'extravagance. Parfois, pour compenser et pour cacher ce manque de confiance, on va surjouer, on va en faire des tonnes. C'est une sorte de mécanisme de défense, mais qui part de la même peur. On passe au troisième grand fantôme, la peur de la maladie. Là, c'est une angoisse qui est liée à notre corps, à notre propre fragilité physique. Et là, c'est fascinant de voir comment l'esprit peut jouer contre le corps. Ça peut mener à l'hypocondrie, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça peut se manifester de 2 manières totalement opposées. Soit on se surprotège, on se dorlote à l'excès, soit, au contraire, on tombe dans l'intempérance, dans les excès, comme pour fuir cette angoisse. C'est tout ou rien. Donc, si on résume ces 3 peurs prépondérantes, le tableau le montre bien. La peur de la pauvreté, son truc, c'est de nous paralyser dans l'indécision. La critique, elle, nous fait perdre notre personnalité, notre ambition. Et la maladie, elle nous obsède avec la fragilité de notre corps. Allez, on attaque les 3 dernières peurs. Là, on entre dans des sphères plus personnelles, plus existentielles même. On va parler de l'amour, de la vieillesse et de la mort. Et pour illustrer la peur de vieillir, il y a une anecdote assez marquante dans la source. Ça parle d'un concert de Pascal Obispo. Apparemment, il n'arrêtait pas de répéter qu'il avait 60 ans. Encore et encore. Et la personne qui était là raconte avoir senti un vrai malaise dans la salle. Comme si pour lui, cet âge était une sorte de fardeau. Et ces dernières peurs, la vieillesse, la mort, elles sont très liées. Ralentir après 40 ans, s'excuser de son âge, c'est exactement ce qu'illustre l'anecdote précédente. Essayer de paraître plus jeune, ou au contraire, être obsédé par la mort, tout ça, c'est lié. La peur de perdre l'amour aussi, qui peut amener la jalousie, le doute. Ces 3-là forment un trio assez puissant. Mais attendez, ce n'est pas fini. Le livre nous garde une surprise pour la fin. Une sorte de boss final, si on veut, un 7e mal. Ce n'est pas une peur comme les autres, non, c'est quelque chose de beaucoup plus insidieux. Et le voilà, ce fameux 7e mal. C'est la susceptibilité aux influences négatives. En gros, c'est le catalyseur. C'est ce qui vient nourrir les 6 autres peurs. C'est notre tendance à éponger la négativité des autres. Et ça vient jeter de l'huile sur le feu de nos propres angoisses. La conclusion du livre, elle est limpide. Notre esprit, c'est un outil surpuissant. Il peut construire, mais il peut aussi tout détruire.
Et la clé au final, ce n'est peut-être pas de lutter contre nos pensées, mais de choisir qui on laisse nous influencer. Choisir son cercle, choisir son entourage, c'est peut-être ça le plus important. Ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, on fait comment? Comment on se protège? Eh bien, la source propose un filtre, une stratégie très pragmatique. Alors, voilà la méthode. C'est assez simple en fait. Étape 1, on crée une sorte de petit formulaire, un petit dossier à remplir avant un rendez-vous. Étape 2, on n'échange qu'avec les gens qui ont pris le temps de le faire. Et étape 3, pour les autres, on annule poliment. L'idée, c'est que ceux qui ne font pas ce petit effort sont souvent ceux qui n'allaient pas venir ou qui n'étaient pas vraiment sérieux de toute façon. Et le résultat est radical. D'un côté, sans filtre, on a des no-shows, du temps perdu, des gens pas motivés. De l'autre, avec le filtre, on se retrouve avec des personnes engagées, des réunions qui servent à quelque chose, bref, on finit par échanger avec les bonnes personnes. La différence est énorme. Au fond, le principe est tout bête, mais il est redoutable. Le filtre ultime, c'est de demander un petit investissement d'effort, juste un petit peu. La volonté d'une personne de faire ce petit pas s'en dit long, très long, sur son sérieux et son engagement réel. Et finalement, tout ça peut commencer par une seule petite chose. Une seule action. Juste une. Mettre en place ce genre de filtre, c'est une décision qui peut tout changer. C'est le début, la première étape pour reprendre le contrôle sur les influences qu'on laisse entrer dans notre vie. Ce qui nous laisse avec une question pour la route. Et si, pour vaincre ces fantômes intérieurs, la vraie bataille ne se jouait pas à l'intérieur? Et si la première étape, la plus cruciale, c'était d'abord de choisir qui on écoute